Nous sommes dans les locaux de MW Gestion à Paris avec Michel Delobel qui est gestionnaire de portefeuille. Oui. Michel, on vous avait retrouvé il y a quelques années maintenant, vous étiez en gestion sous mandat, vous aviez pu nous présenter votre parcours sur les marchés financiers et votre manière de travailler. Je vais vous laisser déjà nous rappeler votre parcours professionnel. Oui, tout à fait. Ça fait plus de 15 ans maintenant, un peu plus, que je suis sur les marchés. Alors c'est vrai que j'ai commencé dans les banques pendant quelques années, au début des années 2000. Je m'intéressais déjà moi, au marché à titre personnel, auparavant, déjà dans les années 90. Et puis c'est vrai que depuis plus de 10 ans maintenant, je suis gérant de portefeuille sous mandat. Donc auprès de la société de bourse du bus au départ, et puis auprès de MW Gestion depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant. Je les ai rejoints en 2014 si je ne me trompe pas. Voilà. Très bien. L'activité de gestion est vraiment vaste. Il y a beaucoup de secteurs sur lesquels on peut investir, beaucoup de manières d'investir. Tout à fait. Je vais vous laisser nous présenter votre manière de travailler sur les marchés et l'offre que vous proposez à vos clients. Donc la gestion sous mandat est un petit peu particulière et pas forcément très connue. Le principe est tout simplement que le client a un compte à son nom. Donc ça peut être un compte titre, un PEA, voire même une assurance vie. Et donc on a un mandat de gestion qui est signé donc avec la société MW Gestion qui est agréée par les autorités de marché et donc qui permet directement d'aller gérer, passer les ordres au nom du client sur son compte, mais ce dernier conserve le compte donc à son nom avec une visibilité totale sur ce qui s'y passe. Et donc bien sûr une certaine interaction est possible avec le gérant puisque l'idée c'est d'avoir une proximité, une liaison directe entre le gérant et le client. D'accord. Vous allez investir sur quel marché? Ça va être des marchés d'actions, ça va être des obligations? Oui, alors on investit en tout cas encore plus aujourd'hui, j'investis essentiellement sur les marchés actions. Du fait du cadre du PEA notamment, il y a quand même beaucoup de clients qui sont tournés vers le PEA, voire l'assurance vie pour des questions fiscales évidentes. Et donc c'est vrai que je me focalise quand même essentiellement sur le marché des actions et actions françaises et européennes, sachant que si on veut diversifier, c'est toujours possible avec des trackers ou ce genre de produits-là qui sont autorisés au PEA. Mais voilà, je dirais qu'aujourd'hui, de toute façon, les sociétés françaises et européennes sont pour la plupart internationales, donc il n'y a pas forcément lieu de vouloir, enfin, de diversifier, d'aller acheter directement des sociétés américaines ou autres. On peut toujours le faire, donc investir sur les marchés américains par exemple via des trackers si on le souhaite. Mais moi, je préfère rester effectivement plus sur des valeurs européennes parce qu'on les connaît mieux, ça évite le problème de change et ainsi de suite. Très bien. Ça va être de la gestion plutôt moyen-long terme, je suppose. C'est ce qui est indiqué par le PEA. Alors, votre idée, c'est quoi? C'est de trouver des actions, des entreprises dont vous pensez qu'elles peuvent présenter un intérêt pour le client, qu'elles peuvent donner de la performance. Sous quel horizon de temps? 6 mois, 1 an, 3 ans? Alors oui, de toute façon, un investissement sur les marchés financiers est recommandé sur du moyen-long terme, idéalement 5, 8, 10 ans, voire même plus. Après, c'est pas pour autant que dans la gestion, on va acheter des titres et qu'on va les conserver forcément aussi longtemps que ça. Tout dépend à la fois du profil du client, du type de titre sur lequel on est investi, des conditions de marché. Donc je dirais que tout ça est très variable. Moi, c'est vrai que j'aime bien mettre en avant le profil de gestion discrétionnaire qui permet d'être investi en théorie de 0 à 100%, d'avoir une certaine liberté pour le gérant d'exposer ou non le portefeuille en fonction de ses convictions et des conditions de marché, et puis bien sûr tout en respectant le profil du client. Mais ça permet du coup, par moment, quand les marchés sont peut-être un peu moins lisibles, un peu moins favorables, de privilégier une gestion un petit peu plus court terme et à certains moments d'avoir plus de liquidité ou plus, moins d'investissement pour moins exposer le portefeuille, et puis à d'autres moments de pouvoir justement être plus investi ou de conserver des titres à plus long terme. C'est vrai que moi j'aime bien travailler sur une base de titres que j'ai en fond de portefeuille parce que j'y crois et qu'on est sur de l'investissement long terme, mais parce qu'il va y avoir des oscillations de marché court terme, sur une partie de ces lignes-là, profiter d'une exagération haussière d'un titre qui sera monté peut-être un petit peu vite pour prendre des bénéfices sur une partie de la ligne, relibérer des liquidités et permettre comme ça, si le marché, si la valeur rebaisse un petit peu, de pouvoir renforcer le titre et du coup l'accompagner sur du long terme tout en profitant des oscillations de court terme. D'accord. Vous avez toujours été intéressé, vous avez toujours travaillé sur le marché action ou vous avez également par le passé travaillé sur d'autres marchés comme par exemple le marché d'échange ou Alors, j'ai une connaissance des autres marchés, mais c'est vrai que du fait de mon métier de gérant de portefeuille, je me suis focalisé et spécialisé quand même avant tout sur le marché action.
parce que je trouve que c'est un des marchés qui aujourd'hui est les plus porteurs. C'est vrai que le marché d'échange ou autre, on en parle beaucoup depuis quelques années avec les CFD, le Forex, mais c'est bien pour spéculer à court terme à titre personnel, pour éventuellement s'amuser un petit peu. Ce sont des marchés qui sont quand même assez risqués, notamment quand on utilise l'effet de levier. Là, on parle de gestion, on parle de quelque chose de différent. On n'est pas dans la même logique. On est sur de l'investissement patrimonial moyen-long terme, même si ça n'empêche pas de profiter des oscillations de marché à court terme. On ne va pas rentrer dans un jeu d'effet de levier. Voilà, on est sur des marchés réglementés, sur des actions. Le Forex est quand même assez décrié en ce moment. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas y faire des trades intéressants. Mais je veux dire, c'est quand même des marchés qui sont plus dangereux et qui posent plus de problèmes si on veut les proposer en gestion sous mandat pour des clients. S'il faudrait encadrer de façon beaucoup plus importante les risques. Voilà. À ma connaissance, il n'existe pas de gestion sous mandat Forex, par exemple, autorisée en France. C'est quelque chose qui est trop délicat et trop risqué pour que les autorités de marché acceptent ce genre de choses-là. Donc on reste sur de l'investissement entre guillemets plus traditionnel, sur les marchés actions, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des opportunités à saisir et qu'on ne peut pas profiter de tout ça pour faire de la performance. Très bien. Quel est le ticket d'entrée pour pouvoir bénéficier de la gestion sous mandat, et est-ce que, étant donné qu'on est sur la gestion sous mandat, est-ce que finalement vous vous adaptez à chaque client et donc chaque client a une performance qui lui correspond parce que vous vous adaptez à son profil, ou est-ce que vous avez quand même une stratégie globale, c'est-à-dire que quand vous décidez d'acheter un titre, vous l'achetez sur les comptes de chacun de vos clients? Alors c'est une question très intéressante. Alors pour la première partie de la question, le ticket d'entrée, il est à 25 000 € pour ce qui est des comptes titres et des PEA. Oui. D'accord, alors pourquoi ce montant-là? Je sais que par le passé, il y avait des montants beaucoup plus élevés. Moi, j'ai voulu abaisser ce montant-là pour pouvoir ouvrir la gestion sous mandat à une clientèle beaucoup plus large. Puis c'est vrai qu'avec l'ère de l'informatique aujourd'hui, je ne vais pas dire que gérer un compte à 250 000 ou gérer 10 comptes à 25 000, c'est à peu près la même chose, mais on passe des ordres de façon groupée. Justement, je vais revenir là-dessus sur la deuxième partie de votre question. Mais voilà, on a avec l'informatique moyen de gérer les comptes avec des coûts plus réduits et donc d'ouvrir la gestion à des comptes à 25 000. Alors, pourquoi pas en dessous? Mais parce que malgré tout, il y a certains frais quand on passe des ordres, des frais de courtage, des frais de gestion, des frais fixes ou variables, on pourra en parler tout à l'heure. Mais avec certains minimums, parce que gérer un compte, il y a de l'administratif, il y a des frais propres à chaque compte, et donc si un compte trop faible, finalement coûterait plus d'argent qu'il n'en rapporterait. Puis même dans l'intérêt du client, de toute façon, on commence à aller vers les marchés financiers quand on commence à avoir un patrimoine, une enveloppe financière un petit peu conséquente. Un client qui aurait que 20 30 000 € au global d'épargne financière, ça ne serait pas un bon conseil que de lui recommander d'investir ne serait-ce que 10 000 ou 15 000 sur les marchés. Il vaut mieux privilégier de l'épargne de court terme, des choses un petit peu plus disponibles que de l'investissement sur les marchés financiers. Voilà. Pour la deuxième partie de la question, peut-être poser-la Alors, la deuxième partie de la question, c'était justement le fait de la gestion sous mandat, vous adaptez au client, vous avez parlé du profil du client tout à l'heure. Tout à fait. Du coup, si vous choisissez d'acheter une action, est-ce que cet achat va être répercuté sur tous les comptes des clients ou seulement sur quelques-uns qui correspondent au profil? Alors je dirais que c'est un petit peu les deux. L'avantage de la gestion sous mandat, c'est qu'elle peut être personnalisée. Je récupère la plupart du temps des comptes qui viennent d'autres établissements, de banques en général. Et donc le compte est déjà constitué. J'ouvre aussi des comptes, des PEA, des assurances vie à partir de rien. Et disons que l'idée, c'est vraiment de s'adapter au client en fonction de ce qui s'est passé sur son compte au préalable. C'est pas parce que je récupère un compte avec X actions que je vais forcément tout de suite remettre à zéro ou le mettre au niveau de d'autres comptes que je pourrais avoir. L'idée, c'est vraiment de tenir compte d'un existant ou d'un profil du client et de s'y adapter. Après, naturellement, je vais pas gérer les comptes complètement indépendamment les uns des autres. Si j'ai une conviction sur une action que j'ai envie d'acheter, du Air Liquide, du Essilor ou je ne sais quoi, logiquement, je vais proposer ce titre-là et je vais acheter ce titre-là pour plusieurs clients. Bien sûr, par contre, je vais aller regarder si un client a déjà, par exemple, du Air Liquide, je vais peut-être lui en mettre un peu moins ou ne pas lui en mettre parce que la taille de sa ligne sera déjà suffisamment conséquente. Donc, il y a une personnalisation à ce niveau-là. Après, évidemment, je mutualise les choses et quand j'ai une conviction sur un titre, il est logique de le proposer à la plupart des clients pour autant qu'ils aient les liquidités disponibles suffisantes, qu'ils n'aient pas justement déjà ce titre-là et que leur profil de risque soit cohérent par rapport à cet investissement-là. Très bien.
est-ce que vous travaillez essentiellement sur les valeurs du CAC 40 ou ça peut être des moyennes capitalisations, voire des petites capitalisations? Alors j'aime bien travailler un petit peu sur les deux justement. C'est aussi un des avantages de la gestion sous mandat par rapport à la gestion de fonds, on pourra en parler tout à l'heure. Un fonds, il va gérer des dizaines de millions, des centaines de millions, même, voire même plus. Donc ils ont une volumétrie qui ne leur permet pas forcément d'aller chercher des titres de petite ou moyenne taille. Un des avantages de la gestion sous mandat, parce que on gère quelques millions, enfin chaque gérant dans la société gère quelques millions ou dizaines de millions, mais on ne va pas forcément trop au-delà, parce que derrière il faut suivre les clients, il faut les connaître, voilà, ça demande quand même un petit peu de temps. Et donc ces avoirs qui sont de taille plus modeste permettent justement d'aller chercher des titres plus petits qui sont souvent intéressants d'un point de vue parcours, d'un point de vue potentiel et d'un point de vue diversification. Donc oui pour les valeurs du CAC ou les grosses valeurs, mais c'est bien aussi d'aller diversifier le portefeuille et d'aller pouvoir aller chercher des dossiers un petit peu plus confidentiels, moins connus, qui apportent souvent un surplus de performance parce que historiquement le marché des petites et moyennes valeurs a des performances qui sont plus importantes. Alors, la contrepartie, c'est que des fois, il y a un petit peu plus de volatilité ou quelques problèmes de liquidité dans des moments de stress de marché. Mais aussi, c'est des titres qui sont moins corrélés aux indices. Donc, ça peut être aussi profitable parce que des moments où le marché va chuter, ben, ces valeurs-là vont des fois bien résister parce que les investisseurs qui sont dessus sont plus des investisseurs de long terme que des spéculateurs de court terme qui vont aller profiter des variations de marché au jour le jour ou à l'heure. Très bien. Du coup, au niveau de l'analyse et de la recherche, sur quoi vous vous concentrez? Est-ce que ça va être vraiment sur un aspect fondamental avec l'étude des bilans, des projets, des sociétés, etc. Est-ce qu'il va y avoir un volet technique à votre approche? Est-ce que peut-être vous adaptez? Parce que je suppose que s'il y a sans doute des repères techniques intéressants sur des gros titres, vous avez évoqué Air Liquide, etc., où il y a vraiment beaucoup de liquidité, où là on peut avoir des logiques peut-être de support, de résistance, etc. Sur des plus petits titres, je pense que ça ne fait pas sens. Enfin, je vous laisse. Alors, c'est très intéressant, j'utilise beaucoup les deux. C'est vrai que j'ai une forte conviction sur l'analyse technique, d'expérience en tout cas, c'est quelque chose qui, je trouve, fonctionne très bien et je l'utilise beaucoup. Après, naturellement, il y a un filtre fondamental. La plupart du temps, je travaille un titre d'abord d'un point de vue fondamental. On a des analystes qui ont fait appel pour aussi avoir des avis convergents, ou pas, en tout cas pour se conforter dans nos idées. Donc l'idée, c'est d'abord de filtrer d'un point de vue fondamental, et puis après, l'analyse technique va permettre d'identifier beaucoup plus facilement le timing et le prix auquel on va pouvoir acheter un titre, ou vendre un titre, bien sûr. Voilà. Pour la question des plus petites valeurs, en tout cas, je ne descends pas sur des titres qui sont suffisamment peu liquides pour que l'analyse technique ne soit plus pertinente. Après, clairement, on ne va pas raisonner de la même façon, ou on ne va pas être aussi pointilleux ou précis sur l'analyse technique sur des petites valeurs, parce qu'il suffit effectivement clairement qu'il y ait un vendeur pour quelques milliers de titres pour que ça casse un support, sans que ça soit forcément un mouvement durable. Donc il va falloir prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Mais l'analyse technique reste malgré tout pertinente sur les petites et moyennes valeurs, en tout cas celles sur lesquelles je trade, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Après, il m'arrive de temps en temps d'avoir un titre que je vais regarder d'abord d'un point de vue technique pour X raisons, parce qu'il a beaucoup monté ou beaucoup baissé et qui va un petit peu sortir sur les screeners qu'on peut avoir. Et du coup, si une configuration technique me semble intéressante, je vais aller, si je ne connais pas ce titre-là, le creuser d'un point de vue fondamental et valider qu'il peut être mis en portefeuille ou pas. On a aussi des comités de gestion, on se réunit toutes les semaines pour échanger entre gérants nos différentes visions sur les marchés et sur les titres en particulier, pour qu'il y ait aussi une certaine cohérence au niveau de la société, qu'il n'y ait pas un gérant qui ait une vision négative sur un titre, qu'un autre gérant en achète parce qu'il n'a peut-être pas vu le point qu'avait vu le premier gérant. Je comprends. Voilà. Alors justement, dans les bureaux de MW Gestion, c'est combien de gestionnaires et si on veut s'intéresser à vous particulièrement et confier ces fonds à Michel Delobel, est-ce qu'il faut se rendre sur le site de MW Gestion? Est-ce qu'il faut vous contacter directement? Est-ce que vous avez un site personnel? Alors non, enfin il y a le site de MW Gestion, il est assez sommaire entre guillemets, enfin il présente la société, il présente les fonds d'investissement, mais il ne va pas présenter en détail les spécificités de gestion, les mandats et ainsi de suite. Le plus simple, c'est de m'appeler directement.
ou d'appeler NW Gestion et de me demander. Et puis là, je donnerai bien sûr toutes les informations. Chaque gérant a ses spécificités, son expérience sur les marchés, même s'il y a une cohérence d'ensemble en termes de gestion au niveau de la société. Voilà, moi par exemple, j'ai mis en place des frais de gestion à la performance, parce que c'est quelque chose que j'aime bien et je trouve que c'est quelque part logique qu'on soit un petit peu dans le même bateau que le client, qu'ils aient des intérêts convergents, à la fois en termes de performance et puis aussi pour limiter le risque pris dans certaines conditions de marché. Voilà, donc il y a d'autres gérants qui fonctionnent avec des frais fixes, ça dépend un petit peu de l'historique de chacun, de son expérience, de ses préférences. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le tour de la question, il y a peut-être des points que j'ai oubliés par rapport à ça. Non, ouais, simplement. Oui, vous parliez de MW Gestion. Oui. Donc il y a aujourd'hui un peu plus de 120 millions d'euros sous gestion. Par contre, on a des gérants sous mandat, on est 6 gérants, avec donc répartis avec de la gestion sous mandat et de la gestion de fonds. On a 3 fonds donc, qui sont au Luxembourg, un fonds Action Europe, un fonds Obligation et un fonds Rendement. Voilà. Moi, c'est vrai que je m'occupe spécifiquement de la partie gestion sous mandat, mais on échange bien sûr avec les gérants des fonds aussi parce que voilà, le marché reste ce qu'il est et les visions, que ce soit la gestion d'un fonds ou de sous mandat, on partage bien sûr les mêmes avis, nos avis et les titres sur lesquels on investit. Très bien. Au niveau des frais, vous avez dit que vos revenus en tant que gestionnaire proviennent et sont liés à la performance du client. Est-ce qu'il y a également des frais fixes si on vous confie de l'argent ? Il y a quelques frais fixes pour 2 raisons, parce que de toute façon il y a malgré tout des coûts fixes qui sont liés à la gestion d'un compte, donc on a essayé de minimiser au maximum ces frais fixes. Mais malgré tout, d'ouvrir un compte, de le gérer, qui est performance ou pas, ça génère un certain nombre de coûts au niveau de la société, au niveau du back-office et ainsi de suite. Donc malheureusement, on ne peut pas mettre les frais uniquement à la performance. Mais voilà. Et puis, il faut savoir que les comptes ne sont pas détenus chez MW Gestion. On n'est qu'une société de gestion, entre guillemets. Il y a des dépositaires. Donc, on travaille avec Odo, on travaille avec UBS, on travaille avec Direct Securities, qui, eux, détiennent les comptes et apportent la garantie aussi auprès du client en termes de solidité financière et tout ce qui s'ensuit. Et donc, d'avoir un compte chez Odo, par exemple, Odo va aussi avoir des coûts liés à ça et donc va prendre des frais de tenue de compte qui sont là pour le coût fixe. Très bien. Oui, juste pour continuer sur cette notion de frais, il faut savoir que globalement la gestion sous mandat reste beaucoup plus accessible et moins coûteuse qu'une gestion via des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement sont plus opaques, moins visibles, mais il faut savoir que dans un fonds d'investissement, il y a des frais de gestion pour un fonds action qui tourne en général en moyenne entre 2 et 3%. En gestion sous mandat, on est investi de la même façon sur les marchés actions, avec plus de souplesse, parce que justement, en tout cas, quand on choisit le profil discrétionnaire, on peut être investi à certains moments à 90-95% sur les marchés, mais en fonction des conditions de marché ou autres, ça peut m'arriver d'être investi qu'à 50, 30, voire même moins. Donc il y a plus de souplesse par rapport à ça, et les frais au global sont quand même sensiblement plus faibles que les frais que l'on peut avoir via une gestion par des fonds d'investissement, comme on peut le faire classiquement sur certains PEA ou PEA assurances ou sur des assurances vie. Il faut savoir que nous, on peut gérer des assurances vie en titre vif. Alors là, le ticket d'entrée est un petit peu plus élevé, on est à 125 000 euros. Mais c'est-à-dire qu'on peut mettre des titres sur une assurance vie de la même façon qu'un PEA. On peut aller acheter du Air Liquide, on a parlé tout à l'heure, du Essilor, du Total, de ce qu'on veut, ou des plus petites valeurs. Et donc on gagne en réactivité, on a des coûts globaux qui sont plus faibles. Donc pour moi, il n'y a vraiment que des avantages à ce type de gestion-là par rapport à une gestion traditionnelle de fonds d'investissement. Très bien. En matière de performance, comme vous l'avez dit, vu que c'est adapté au profit du client, on ne peut pas dresser une performance parmi tant d'autres, mais à quoi peut-on s'attendre ? Par exemple, si on prend les 5 dernières années, quel type de rendement vous avez réussi à obtenir, sachant qu'on a quand même été dans un marché porteur. Alors, il y a eu vraiment les grosses craintes de 2008 qui a dû être une année vraiment dure, 2007-2008 pour les gestionnaires, parce que sur des PEA, on n'est positionné que dans le sens achat-vente. Donc, quand c'est des années où on décroche complètement, des années de crash, c'est sûr que c'est compliqué. Depuis, on a eu une économie qui s'est bien reprise, et en tout cas des marchés actions en Europe, moins qu'aux États-Unis, mais qui ont été plutôt porteurs. Comment vous avez vécu ça ? Comment vous avez géré ça ?
Alors, on pourra reparler de 2008, il n'y a pas de problème. C'est vrai que quand on est investi sur les marchés actions en PEA ou autre, on ne peut, entre guillemets, effectivement être exposé qu'à la hausse, même si on peut mettre de temps en temps les fameux trackers BX4 que beaucoup connaissent, qui permettent de profiter, enfin de couvrir une partie du portefeuille en cas de baisse des marchés. Une des armes que j'ai quand il y a des marchés plus difficiles, c'est le niveau d'exposition malgré tout. Pour tous les clients qui sont dans un profil discrétionnaire, on peut, dans un cas de marché compliqué, pour autant qu'on le voit venir, parce que les cracks, par nature, ils sont souvent difficiles à détecter, mais on peut malgré tout baisser le niveau d'exposition des portefeuilles, ce qui leur permet de moins subir la baisse, et puis surtout les liquidités qu'on aura de côté, qui ne seront pas investies, permettront d'acheter si possible au plus bas du marché, mais enfin quand on estime que le marché a suffisamment baissé, et du coup de profiter d'autant du rebond. Donc on subit moins la baisse et on profite mieux du rebond. Après bien sûr ça c'est la théorie, dans la pratique encore faut-il avoir vu venir le crack suffisamment en avance, ou en tout cas être suffisamment réactif, et puis pas revendre trop tôt dans les rebonds. Mais malgré tout, sur le long terme en tout cas, mes performances montrent qu'on arrive à surperformer le marché, chose que les fonds d'investissement ont plus de mal à faire, du fait justement d'un niveau d'investissement défini. Un fonds action, il est par nature, de par les DCI, donc les documents d'information et la construction d'un fonds, il est censé être investi toujours à 90, 95 ou 100% en actions. Donc dans des conditions de marché comme ça difficiles, si ce n'est pas le client qui va lui-même diminuer la part qu'il alloue au fonds action pour favoriser un fonds obligataire ou un fonds monétaire, le fonds va subir de plein fouet la baisse et derrière profitera du rebond, mais il n'aura pas forcément les liquidités suffisantes pour pouvoir vraiment acheter dans les creux, alors qu'avec la gestion sous mandat, on peut se désengager dans les phases de baisse ou quand les marchés sont suffisamment hauts, attendre des replis et profiter de façon plus marquée des rebonds. Voilà, donc pour terminer sur les performances, l'idée, voilà, c'est l'objectif est globalement de surperformer les marchés tout en évitant dans les années de baisse des baisses trop marquées des portefeuilles. Cette année, par exemple, pour parler du court terme, on a une année effectivement assez compliquée sur les marchés, avec une baisse dès le début de l'année qui a un petit peu pris à revers pas mal de monde. Et c'est vrai que personnellement, je ne m'attendais pas non plus à ce que le mois de janvier-février soit aussi mauvais. Cela dit, justement, du fait de la part de liquidité que je conserve et de la souplesse qu'on a en gestion sous mandat, ça a permis au fil de l'année et au fil des oscillations qu'on a pu avoir de faire de la surperformance. Alors j'ai pas les derniers chiffres là ces jours-ci, mais à fin octobre, parce que je fais un compte rendu auprès de mes clients tous les mois pour qu'il y ait vraiment une interaction et de l'information, de la transparence à ce niveau-là. À fin octobre, le CAC devait perdre entre 3 et 4%. Les comptes en moyenne, parce qu'il y a des différences effectivement entre comptes, comme vous l'avez dit, en fonction des profils des clients, de l'historique de chaque compte, mais les comptes gagnaient entre 3 et 4%. Donc ça fait quand même un différentiel qui est assez notable sur l'année. Alors c'est pas tous les ans autant de différentiel, mais globalement j'arrive à surperformer quasiment tous les ans le CAC ou les marchés de façon générale, sachant qu'il est toujours difficile de prendre un benchmark bien précis. Très bien. Un mot à propos des marchés. Alors, je ne sais pas ce sur quoi vous pouvez communiquer ou pas, mais déjà, est-ce qu'il y a des secteurs qui vous intéressent particulièrement et peut-être des titres que vous aviez achetés il y a quelques temps et qui vous paraissent intéressants en ce moment, dans la limite de ce que vous pouvez Oui, alors dire. c'est difficile de parler de titres d'un point de vue individuel pour des questions de conflit d'intérêts. C'est toujours un petit peu délicat par rapport à ça, parce que si je parle d'un titre que j'ai en portefeuille, que je conseille de l'acheter, on va pouvoir dire voilà, il va faire. Donc je ne vais pas parler forcément de titres en particulier, même s'il y a des titres que j'aime beaucoup. J'ai aujourd'hui pas vraiment de secteur privilégié. Je travaille vraiment, et c'est un petit peu ce que fait la société d'RMW Gestion, on travaille beaucoup ce qu'on appelle le stock picking, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des titres pris individuellement pour leur spécificité, parce que dans un secteur c'est le titre où ça fait partie des titres qui nous semblent les mieux placés d'un point de vue concurrentiel, d'un point de vue valorisation et ainsi de suite. Alors il peut arriver à certains moments d'avoir des secteurs qui vont être un petit peu plus mis en avant. Ça a été le cas par exemple du secteur pétrolier, parapétrolier en fin d'année dernière. Les cours étaient très très bas. Oui, voilà, les cours du pétrole étaient vraiment très bas. Alors moi, je me suis positionné un petit peu tôt, mais à la limite, c'est pas la suite de l'année finalement m'a donné raison malgré tout. Mais voilà, il y a des secteurs à certains moments comme ça qui sont vraiment, alors soit délaissés complètement et qui peuvent devenir intéressants, ou au contraire, certains secteurs un petit peu trop à la mode vont potentiellement être
être allégé ou carrément sorti des portefeuilles parce qu'on estime que voilà, il y a un engouement trop important, le niveau de valorisation n'est pas forcément en corrélation avec les perspectives de croissance du secteur. Voilà, et puis après, il y a des secteurs que l'on va entre guillemets écarter pour des questions plus de conviction ou selon les besoins des clients. Moi, j'ai quelques clients qui m'ont dit, par exemple, j'ai pas envie que tu ailles investir sur l'armement ou certains secteurs comme ça. Voilà. Dans ce cas-là, on en tient compte et vous adaptez le portefeuille. Et on adapte le portefeuille en fonction de ça. Et puis après, naturellement, on a des secteurs que l'on connaît mieux, que l'on privilégie, que l'on préfère. Mais là aussi, c'est l'intérêt d'être plusieurs dans une société, plusieurs gérants pour pouvoir justement partager nos avis et nos connaissances de tel ou tel secteur et faire découvrir aux autres gérants des sociétés qui peuvent être intéressantes et porteuses. Très bien. Dernière chose, même si on a compris, vous avez parlé de stock picking, que vous vous intéressez à des titres en particulier, parfois des secteurs, mais que c'est assez spécifique. Malgré tout, comme tout le monde sur les marchés, vous êtes drivé par et intéressé par la macroéconomie et les grands dossiers qui font les tendances de fond. On en a eu cette année, le Brexit récemment, l'élection de Donald Trump. Aux États-Unis, suite à 2008, il y a eu des taux très bas et on sort petit à petit. Et a priori, à partir de l'année prochaine, ça devrait peut-être s'accentuer, quoi qu'on ne sait pas peut-être exactement avec l'élection de Donald Trump. Mais quel est votre point de vue sur la macroéconomie, sur les grands thèmes d'actualité économique? Alors, la macroéconomie est bien sûr indispensable quand on veut gérer des portefeuilles. Il faut s'y intéresser et ça influe bien sûr sur les variations des marchés, des titres en particulier, le niveau des taux d'intérêt. On va privilégier des sociétés plus ou moins endettées, ainsi de suite. Mais j'ai tendance à prendre quand même pas mal de recul par rapport à justement ces données macro-là. Et d'où l'intérêt du stock picking, parce que on l'a vu d'ailleurs avec le Brexit, avec l'élection de Trump et autres, on se rend compte que tous les analystes et autres, ou en tout cas la grande majorité, se sont bien plantés. C'est difficile de faire un lien, en tout cas à court terme, entre des considérations macroéconomiques, politiques et ce que vont faire les marchés. Tout le monde disait, donc, peu de monde et très peu de monde croyait à l'élection de M. Trump. Et malgré tout, s'il avait été élu, tout le monde criait au loup, attention, les marchés vont s'effondrer, ça va être la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont baissé une heure ou deux et ils sont repartis de l'avant. Donc c'est très compliqué à court terme d'une analyse macroéconomique ou politique d'en tirer des conclusions sur qu'est-ce qu'il faudrait faire sur les marchés, privilégier tel secteur, privilégier tel autre, ou au contraire des... Voilà, c'est difficile donc j'aime bien prendre du recul, justement, avoir des idées macro qui vont nous permettre peut-être d'échafauder certains scénarios, mais toujours valider derrière, à la fois d'un point de vue micro, stock picking, donc voir société par société ce qu'il en est, et puis valider derrière d'un point de vue graphique, technique, est-ce que l'idée macro qu'on peut avoir, est-ce qu'elle se traduit à un moment donné en termes de cours, en termes de comportement des autres investisseurs, parce qu'on n'est pas tout seul, on a beau avoir des convictions, on n'est pas sûr d'avoir raison, on l'a vu, un nombre d'analystes se sont plantés cette année et c'est récurrent, je me trompe aussi, donc c'est important aussi d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et de regarder au niveau des graphiques, parce que c'est quelque part ce qui traduit réellement les mouvements d'achat et vente, les flux qu'il peut y avoir sur les marchés. Est-ce que mon scénario fondamental, il a l'air d'être validé ou pas d'un point de vue graphique? Je vais juste donner un petit exemple de quelque chose que j'ai entendu sur BFM je ne sais plus si c'était ce matin ou hier, d'un analyste qui disait, voilà, dans l'environnement d'un taux d'intérêt actuel, avec des taux qui ont tendance à remonter, moi je n'ai plus envie d'investir sur des sociétés endettées. Et il citait par exemple Veolia. Or Veolia, pour en avoir discuté avec l'analyste avec qui on travaille chez MW Gestion, il se trouve que Veolia est essentiellement endetté à taux fixe. Donc une remontée des taux, pour Veolia, en tout cas pour toute la partie dette qu'elle a actuellement, ne la concerne pas plus que ça. Donc voilà, vouloir mettre toutes les sociétés endettées dans le même panier parce que les taux potentiellement vont remonter, ils remontent depuis quelques semaines, oui, on est d'une part pas sûr que ça va continuer, et puis même si ça continue, une société qui est endettée essentiellement à taux fixe n'a pas de raison d'être forcément inquiétée et pénalisée à ce niveau-là. Alors après, c'est pas pour autant qu'on va acheter Veolia, elle a d'autres difficultés et le cours a pas mal chuté. Moi, je la surveille, je la regarde un petit peu de loin parce qu'elle va peut-être revenir effectivement à des cours plus attractifs. Mais si je ne l'achète pas aujourd'hui, c'est pas du tout pour des considérations d'endettement, par exemple. Très bien.
Dernier point, vous avez une solide expérience de marché. Alors je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes dans le secteur de la finance finalement 15 ans, 20 ans? Oui, alors je suis gérant de portefeuille depuis plus de 10 ans. Après, avant, je m'intéressais déjà au marché. J'ai travaillé dans les banques, comme je disais un petit peu tout à l'heure. Et puis moi, à titre personnel, j'ai passé mes premiers ordres sur les marchés. Ça me doit remonter à 95 ou peut-être même un peu avant. Voilà, j'ai quand même eu plus de 20 ans, j'ai vu passer la bulle Internet, on avait passé la crise des subprimes, la crise grecque en 2011. Voilà, ça permet, ça forge quand même. Et puis c'était une période pas forcément évidente, vous avez dit tout à l'heure que les marchés étaient porteurs depuis quelques années. En Europe, c'est pas encore extraordinaire. Autant les marchés américains, effectivement, eux, sont a priori repartis sur un cycle plutôt haussier. Autant en Europe, pénalisés par la monnaie, par le manque de cohérence politique et autres. C'est vrai que depuis 15 ans, en gros, les marchés n'ont pas fait grand-chose, même si on a tendance à vouloir un petit peu sortir par le haut. Moi, je considère justement, d'ailleurs, qu'il y a pas mal de potentiel. Je préfère aujourd'hui investir sur les marchés européens que sur les marchés américains, parce que justement, il y a un certain retard des marchés européens, alors que, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des sociétés européennes sont maintenant internationales. Donc, qu'il y ait un tel différentiel entre la valorisation des marchés américains et celle des marchés européens, je ne suis pas sûr que ça se justifie. Pour un Européen en plus, l'euro est quand même relativement faible aujourd'hui, il y a un dollar qui est fort. Donc ça, c'est à la fois, ce qui peut expliquer que certains Américains ou investisseurs étrangers dollars soient sortis des marchés européens, parce qu'au fur et à mesure que l'euro baisse, eux, à la fois, ils prennent un risque sur les marchés, mais sur la devise. Mais inversement, on peut considérer que la hausse du dollar est pas loin de son terme, et que potentiellement il y a plus de chances que dans les prochaines années l'euro reprenne une certaine vigueur, et donc ça sera d'autant plus favorable pour les marchés européens d'un point de vue investisseur dollar. Donc si les investisseurs en dollars reviennent sur les marchés européens, ça devrait apporter aussi un souffle nouveau et permettre à ces marchés de rattraper leur retard. Donc pour ces raisons-là, moi je préfère aujourd'hui clairement privilégier les marchés européens aux marchés américains, que je trouve un petit peu plus survalorisé, ou en tout cas plus cher que les marchés européens. Très bien. Voilà. Et du coup, depuis 1995, est-ce que vous avez vu les marchés évoluer? Est-ce que les marchés que vous avez connus dans les années justement 95, début 2000 sont différents de ceux que vous connaissez aujourd'hui? Est-ce que vous avez des remarques particulières? Depuis quelques temps maintenant, on parle beaucoup du trading algorithmique et de son influence. Est-ce que vous constat dans ce sens-là ou pas spécialement? Est-ce qu'il y a parfois des volatilités que vous ne voyiez pas par le passé? Je pense à un exemple cette semaine du titre Vinci. Voilà, est-ce qu'à votre avis ça c'est nouveau, ou finalement même il y a 15-20 ans il y avait ce même type d'événement? C'est difficile de faire des comparaisons. C'est clair qu'il n'y avait pas à l'époque où on en était au balbutiement d'Internet, il n'y avait pas la même transmission d'informations, ça n'allait pas aussi vite, il n'y avait pas bien sûr tout ce qui est robot de trading et ainsi de suite, donc il y avait aussi moins de volume, moins de volatilité. Sincèrement je ne me souviens pas si c'était le cas. On avait en plus des marchés, en tout cas dans la fin des années 90, qui étaient vraiment très directionnels, qui allaient vraiment à la hausse, et c'est vrai que la volatilité vient souvent aussi avec des marchés plus heurtés, et dans des marchés baissiers la volatilité est souvent plus importante. On a tendance à monter gentiment et puis à descendre par à-coup. Donc c'est difficile de dire si la volatilité que l'on constate aujourd'hui est due aux algorithmes, aux robots et ainsi de suite, aux nouvelles technologies, ou c'est parce qu'on a des marchés qui sont un petit peu plus chahutés depuis 15 ans et avec une tendance haussière qui est bien moins présente. C'est sincèrement difficile à dire, parce que les robots, ils ne sont pas tous d'accord non plus entre eux, donc ils apportent de la liquidité, ça c'est indéniable. Moi je dirais que c'est peut-être plus la spéculation au sens large, le fait que un peu n'importe qui puisse aller ouvrir un compte et faire du trading, qui apporte des changements de comportement et qui font que il va y avoir des comportements moutonniers à certains moments qui vont accentuer certains mouvements. Mais voilà, je dirais que l'approche que l'on peut avoir sur les marchés, moi je me suis de plus en plus justement tourné en tout cas vers l'analyse technique, l'analyse comportementale des investisseurs, plus que sur le fondamental. Autant là par contre il y a un réel changement, c'est qu'il y a 15 ou 20 ans, les investisseurs travaillaient essentiellement d'un point de vue fondamental. L'analyse technique était beaucoup moins mise en avant, et puis les tarifs de courtage, la facilité pour passer des ordres étaient moins évidentes, et donc je pense qu'il y avait plus de mouvements d'investissement long terme que de trading de court terme.
Aujourd'hui, je pense que la part de l'analyse technique et du comportement a pris le dessus sur l'analyse fondamentale. C'est pas pour autant qu'il faut délaisser l'analyse fondamentale, mais il faut savoir prendre une certaine distance par rapport à celle-ci. Il y a peut-être un peu moins d'efficience des marchés à ce niveau-là, et ça génère aussi des opportunités. Il ne faut pas voir le côté forcément négatif. C'est peut-être plus compliqué pour quelqu'un qui s'y connaît moins de comprendre la réaction des marchés, de voir des réactions qu'on peut avoir sur des titres parce qu'ils publient des bons résultats ou des mauvais et qui vont pas avoir forcément un comportement tel que celui auquel on aurait pu s'attendre. Mais voilà, ça ouvre malgré tout des opportunités. Voilà. Bon, le cas de Vinci, vous en avez parlé tout à l'heure, ça c'est quelque chose de complètement nouveau. On est presque dans l'acte de terrorisme financier. Voilà, après, en tant que gérant, moi je dirais que je ne veux pas dire que ça ouvre des opportunités, tout dépend aussi comment on travaille. Moi je n'aime pas mettre des stops en carnet, par exemple, des ordres de protection en cas de baisse des marchés. Ce type d'événement-là me conforte complètement dans ma position, ce qui n'empêche pas de couper des positions dans certains cas, mais pas de façon automatique. Par contre, ce que j'aime beaucoup faire et ce que j'ai appris à faire depuis plusieurs années maintenant, c'est justement de laisser traîner des ordres, c'est-à-dire mettre des ordres à l'achat des fois relativement bas ou des ordres à la vente relativement haut. On se dit en temps normal, pourquoi passer du temps à passer un ordre, parce qu'on aura le temps de le voir venir. Mais j'ai appris depuis plusieurs années ou dizaines d'années que voilà, il arrive qu'il y ait des brutaux mouvements dans un sens ou dans l'autre. Alors le cas de Vinci est un peu particulier, on n'avait jamais vu ça, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu d'autres mouvements brutaux sur des titres dans un sens ou dans l'autre, parce que quelqu'un se trompe, il met un zéro de trop dans un ordre, où il y a des déclenchements de stop successifs qui vont faire. On a eu un flash crack aux États-Unis en 2010, il me semble. Ouais. Voilà, donc voilà, cette expérience-là de variation brutale dans un sens ou dans l'autre m'incite à changer un petit peu de ma façon de faire, et il m'arrive de placer des ordres effectivement des fois 10-15% plus bas ou des ordres de vente 5-10-15% plus haut. Voilà, ils sont là, on les met à validité plusieurs mois, voire même jusqu'à la fin de l'année. Et puis, au petit bonheur la chance, si jamais à un moment donné il y a une aberration de marché comme ça, on peut en profiter. Ça n'a pas été le cas sur Vinci, mais voilà, ça m'est arrivé sur d'autres titres à certains moments, des prises de bénéfices bienvenues ou des achats qui ont été opportuns sur des mouvements un petit peu brutaux. Très bien. Bien, on en sait plus sur votre activité, votre manière de travailler. Merci Michel pour toutes ces réponses. Et si on veut vous retrouver, c'est donc sur le site MW Gestion. Oui, vous avez de toute façon un numéro de téléphone, un email, vous pouvez appeler directement ici puis me demander, il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. L'adresse apparaîtra sous cette vidéo. Je vous souhaite bien une bonne journée de travail. Merci Fabien.